Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour conclure cette partie sur les volcans et parler plus spécifiquement d'un thème assez particulier, celui des supervolcans. En effet, la question se pose de savoir qu'est-ce qu'un supervolcan. Un supervolcan, c'est tout simplement un volcan dont les éruptions pourraient occasionner des dommages à l'échelle d'un continent, voire du climat mondial. En d'autres termes, si un supervolcan devait entrer en éruption, l'impact se ferait ressentir à l'échelle de tout un hémisphère, ou au moins d'un continent, et pourrait entraîner une diminution de la température de quelques dixièmes de degrés. Ça peut paraître insignifiant, mais sur l'écosystème, ça peut avoir des conséquences relativement importantes. On utilise, pour parler de supervolcans, l'échelle VEI, Volcanic Explosivity Index, qui permet de classer chacune des éruptions en fonction d'un certain nombre de critères, que nous allons aborder d'ici quelques instants. À titre d'exemple, l'éruption du mont Sainte-Hélène représente une éruption de classe 5. Cette éruption qui a eu lieu en 1980 était déjà relativement impressionnante et sert de base de calcul pour d'autres éruptions comparables ou nettement supérieures. Nous le verrons également un peu plus tard. L'éruption de Santorin en 1650 avant Jésus-Christ était, elle, de classe 7. Et ce n'est encore rien comparé à l'éruption d'Oranui qui a eu lieu il y a 26 500 ans et qui a contribué à la création du lac Taupo qui fait actuellement 616 km² et 186 mètres de profondeur. À titre de comparaison, le lac Léman fait 580 km². En d'autres termes, à travers son éruption, Oranui a créé un lac plus grand que le lac Léman, ce qui témoigne de toute la puissance de cette explosion. Quoi qu'il en soit, si l'on s'intéresse quelques instants à cette échelle VEI, vous constatez que différents critères sont ici mentionnés. Le premier concerne la description de l'éruption. Est-ce qu'il s'agit d'une éruption non explosive, faible, modérée, moyenne, importante ou très importante? De la même manière, d'un point de vue qualificatif, on peut parler d'éruption effusive, explosive, comme nous l'avions déjà vu, mais également cataclysmique ou paroxysmale. Le volume des téphras, est également un facteur qui est pris en compte. Il s'estime en mètres cubes, mais vous le constaterez assez rapidement, pour les éruptions les plus violentes, on parle de kilomètres cubes de matière qui sont projetés dans l'atmosphère. La hauteur de la colonne éruptive, elle aussi, a son importance, puisque sur les éruptions plutôt de type effusive, on sera sur quelques dizaines ou quelques centaines de mètres, alors que pour une éruption cataclysmique ou paroxysmale, on pourrait dépasser les 25 km d'altitude. Ainsi, l'injection troposphérique, c'est-à-dire la quantité de matière projetée dans la couche la plus basse de l'atmosphère, la couche dans laquelle nous vivons, peut aller de négligeable à conséquente. De la même manière, une partie de cette matière pourrait être injectée directement dans la stratosphère, en d'autres termes, atteindre les couches supérieures de l'atmosphère, la stratosphère étant la deuxième couche de l'atmosphère. Pour les plus faibles explosions, c'est normal, les risques sont nuls. Par contre, pour les explosions plus conséquentes, on pourrait avoir une injection beaucoup plus importante. Les produits, quant à eux, vont de la lave jusqu'aux coulées pyroclastiques. En d'autres termes, dans certains cas, on sera plutôt sur des coulées de magma, là où dans d'autres cas, les cas les plus dramatiques et les plus dangereux, on sera sur des nuées ardentes particulièrement violentes. Concernant le dynamisme, inutile de s'attarder bien longtemps là-dessus puisqu'on en avait déjà parlé, on parle de volcans hawaïens, stromboliens, vulcaniens, péléens ou pliniens. Bien évidemment, plus vous rapprochez du plinien, plus l'importance de l'explosion sera grande, et bien évidemment, plus vous êtes proche d'Hawaï et des volcans hawaïens, plus on sera sur du volcanisme effusif et donc avec assez peu d'impact en termes de projection de matière. Cela dit, ce qui est important également de mentionner, c'est que par rapport au nombre d'éruptions connues, ce qu'on constate, c'est que les éruptions de faible ampleur sont les éruptions les plus fréquentes. En effet, les éruptions cataclysmiques ou paroxysmales restent assez marginales, assez peu fréquentes, encore heureux, étant donné les conséquences qu'elles pourraient avoir. C'est ce que l'on voit d'ailleurs très bien sur ce second tableau, qui, cette fois, référence quelques événements liés justement à ces différents échelons. Le Kilauea, par exemple, le volcan hawaïen dont on a déjà parlé, est un volcan de type non explosif, volcan effusif, avec une fréquence d'éruption, vous le voyez, qui est peut-être quotidienne, des nuages de cendres qui s'élèvent finalement avec assez peu de hauteur, généralement moins de 100 mètres, et une quantité de matière relativement restreinte éjectée dans l'atmosphère. De la même manière, le Stromboli, qui est déjà un volcan un petit peu plus explosif, a également des éruptions de type quotidienne. Par contre, la matière projetée est déjà un peu plus importante et la hauteur du nuage de cendres peut s'élever entre 100 mètres et 1 km. Lorsqu'on aborde le Galeras, dont on a déjà parlé également la dernière fois, vous le voyez, on est dans des explosions qui se font de manière plus rare. On est ici à l'échelle hebdomadaire. Même si le nombre d'éruptions historiques est encore relativement élevé par rapport à d'autres éruptions,
on est sur des phénomènes qui restent d'une ampleur un peu moindre par rapport aux éruptions cataclysmiques qu'on abordera d'ici quelques instants. Et vous le voyez, on peut déjà atteindre des hauteurs de nuages de cendres de 1 à 5 km et 1 million de mètres cubes de matière projetée dans l'atmosphère. Le Nevado del Ruiz, quant à lui, est entré en éruption en 1985, est plutôt un volcan dont les fréquences d'éruption sont annuelles, avec 10 millions de mètres cubes de matière projetée dans l'atmosphère, des colonnes de fumée qui s'étendent de 3 à 15 km. Vous voyez toute l'ampleur de ce phénomène. Par contre, vous le constatez, 924 éruptions historiques enregistrées de volcans de ce type, on est sur quelque chose qui intervient généralement moins souvent. Le Galunggung, dans la même lignée, entré en éruption en 1982, intervient chaque 10 ans, ou un peu plus de chaque 10 ans, pour cette fois des quantités de matière beaucoup plus importantes et des colonnes de fumée qui s'élèvent toujours plus haut à un niveau cataclysmique. Le Vésuve, enfin, ainsi que le mont Sainte-Hélène, sont peut-être des illustrations assez connues, assez importantes. On reparlera du mont Sainte-Hélène d'ici quelques instants, puisque 1980, c'est une date qui sert aujourd'hui de référence en comparaison à Yellowstone, dont nous reparlerons justement. Ces éruptions sont moins fréquentes. On estime qu'ils interviennent entre 50 et 100 ans, avec 50 à 100 ans d'intervalle, pour par contre des quantités de matière beaucoup plus importantes, 1 km3, et vous le voyez, des colonnes de fumée qui peuvent s'élever jusqu'à 25 km de hauteur. Le Krakatoa et le Pinatubo, nous en avions déjà parlé, pour les Philippines comme pour l'Indonésie, on est sur des éruptions qui sont bien moins fréquentes, par contre la matière augmente encore. Même constat pour le Tambora et l'éruption minoenne du Santorin, qui a eu lieu en 1600 avant Jésus-Christ, puisque vous le voyez, on est cette fois sur des échelles qui se calculent au millénaire. Chaque 1000 ans, on estime qu'une éruption de ce genre peut avoir lieu. Par contre, on est à plus de 100 km3 de matière qui vont être projetées dans l'atmosphère. Enfin, l'apogée, le maximum, en tout cas selon cette échelle, revient à Oranui, dont on a parlé précédemment avec le lac Topo, mais également par exemple au volcan qui se trouve sous Yellowstone, dont l'éruption est considéré comme apocalyptique, puisqu'on est à plus de 1000 km3 de matière projetée dans l'atmosphère, des colonnes qui s'étendent à plus de 25 km d'altitude, et fort heureusement, des éruptions qui interviennent chaque 10 000 ans. Donc, une fréquence bien moindre, mais des conséquences qui sont beaucoup plus importantes. C'est d'ailleurs ce que suggère cette vidéo, que je vous laisserai consulter sur Internet, vidéo très bien faite du journal de 20h de France 2, qui détaille un petit peu ce qui se passe actuellement à Yellowstone. Et en effet, lorsqu'on observe Yellowstone, le parc de Yellowstone, on peut être frappé par ces bassins d'eau bouillante, souvent assez colorés, qui parsèment le parc. En réalité, le volcan, lui, est invisible. Il est en dessous et mesure environ 60 km de diamètre. Les touristes ne peuvent donc que deviner sa présence à travers les geysers qui jaillissent à près de 90 degrés. Mais véritablement, il est très difficile de déterminer quel monstre sommeille sous nos pieds, puisque c'est un supervolcan dont l'éruption pourrait être véritablement cataclysmique. En effet, l'expression de supervolcan ici n'est pas choisie par hasard. Le guide de Yellowstone, qui s'exprime dans cette vidéo, est d'ailleurs assez clair sur le sujet. Si il devait entrer en éruption, il pourrait avoir des conséquences sur le climat et la vie sur Terre, voire, mais ça fait encore partie dans le débat, engendrer la fin du monde tel qu'on le connaît. Or, de plus en plus, les doutes sur une future éruption ne sont plus permis. Tout simplement parce que les dernières découvertes témoignent de l'existence, en dessous de la chambre magmatique que l'on connaissait, d'une grande cavité encore beaucoup plus grande qui contiendrait jusqu'à 10 000 mètres cubes de magma, ce qui permettrait d'ensevelir la France sous 15 mètres de matière. D'ailleurs, le directeur de l'Observatoire volcanique redouble de vigilance et effectue de très nombreuses mesures, notamment sismiques, accompagné par les chercheurs qui s'appuient sur un point de comparaison, l'éruption du mont Sainte-Hélène que j'évoquais précédemment en 1980, puisqu'à cette époque, un glissement de terrain va mettre à nu la poche de magma qui va exploser, faisant 57 morts, ce qui peut paraître assez anodin compte tenu de la violence de l'éruption, mais on estime que 380 km de forêt ont été vitrifiés également, donc ça montre toute l'étendue du souffle, de l'explosion et du cataclysme qui s'est généré grâce à ça. Or, Yellowstone serait environ 2000 fois plus puissant que le mont Sainte-Hélène. Donc ce serait comme si, à l'échelle continentale, une météorite ou une comète entrait en collision avec la Terre. Les scientifiques ont d'ailleurs retrouvé la trace de 3 méga-éruptions à environ 700 000 années d'intervalle. La dernière a eu lieu il y a environ 640 000 ans, ce qui nous permet
d'envisager assez sereinement l'avenir puisque il demeure encore une certaine période avant que la prochaine éruption se produise. Cependant, il convient malgré tout d'être très attentif aux signes, puisque derrière cette inquiétante beauté finalement de Yellowstone se cache un vrai monstre qui pourrait occasionner des dommages véritablement colossaux. Ceci nous permet assez rapidement de terminer cette partie sur les volcans. J'aimerais juste revenir quelques instants sur ce que j'ai appelé ici le volcanisme global. En effet, je vous avais déjà montré cette carte lorsqu'on avait parlé de séisme. Je vous avais déjà expliqué qu'en fonction des limites de plaques, on était capable de déterminer la plupart des séismes, et à l'inverse, si on était capable de localiser les séismes, on était capable de déterminer où se terminaient les plaques. Tout simplement parce que les plaques tectoniques et leur activité sont à l'origine de la plupart des phénomènes géologiques qui nous intéressent, dans ce cours en tout cas. En effet, là où les plaques s'écartent, là où les plaques se superposent, là où un rift se crée, ou là où on est au-dessus d'une zone de subduction, on va avoir énormément d'activité. Activité sismique, bien évidemment, comme en témoigne cette carte, mais également activité volcanique. Et un peu de la même manière, si vous observez la plaque pacifique sur une carte comme sur l'autre, en sachant où se trouvent les volcans, où se trouvent les séismes, vous êtes capable de redessiner assez facilement cette plaque tectonique. Et à l'inverse, si je vous donne la plaque tectonique, vous n'aurez aucune difficulté à dessiner les contours et la localisation des volcans et des séismes. En d'autres termes, il est assez facile, grâce à l'un ou à l'autre, de déterminer justement où se situent ces différents phénomènes. C'est d'ailleurs ce qu'on voit très bien sur cette carte, avec par exemple la plaque Pacifique, mais aussi la plaque Philippine ou la plaque Nazca, qui apparaissent très clairement sur le schéma du bas, mais qui ressortent aussi très bien sur le schéma en haut à gauche ou celui qui est en haut à droite, à la fois à travers les séismes et à travers le volcanisme. En d'autres termes, ces éléments sont très liés, et l'activité des plaques tectoniques, même si du point de vue volcanique, elle a peu d'incidence sur nos régions, du point de vue sismique, c'est extrêmement important, le Valais étant une région extrêmement touchée par les séismes. En d'autres termes, cette activité nous touche directement et c'est pour ça que nous y accordons autant d'importance. J'espère, à travers cette présentation, avoir éclairé quelques aspects, avoir conclu également de manière adéquate ce chapitre. Dans tous les cas, je reste bien évidemment à disposition si vous avez des questions relatives à ce thème et à ces éléments abordés. Et dans le cas contraire, je vous souhaite bien évidemment une excellente semaine et à tout bientôt.